Salut, aujourd'hui on va faire simple, j'ai rien écrit du tout, en revanche je suis allé au marché de l'histoire de Compiègne et je vous ai ramené 5 objets un petit peu étonnants avec des histoires à raconter qui sont assez chouettes pour pouvoir vous les partager, voilà tout simplement, il y aura un 6ème à la fin, je vous laisserai deviner ce que c'est parce que souvent on sait pas trop ce que c'est ces objets. Alors d'abord le marché de l'histoire c'est quoi? Et ben en fait j'avais fait une vidéo déjà il y a un petit moment dessus, donc si vous voulez aller la voir n'hésitez pas, mais en quelques mots, il s'agit du plus gros marché européen d'objets reconstitués, donc d'objets historiques reconstitués. Vous pouvez à peu près trouver tout et n'importe quoi, des vêtements, des trucs en bois, de la céramique, des choses en verre, des armures, des armes, de la nourriture, de la boisson, du thé, des épices, enfin bref c'est absolument incroyable, il y a plusieurs centaines d'artisans, ça a lieu 2 fois par an, en avril et en novembre, et ça se trouve à Compiègne, voilà, donc vous pouvez y aller vous-même, hein, c'est pas du tout, voilà, c'est assez festif, c'est assez sympa, et je vous mets au défi d'y aller sans rien trouver qui vous fasse envie, vraiment c'est un truc de fou, et donc moi j'y vais 2 fois par an, et je ramène toujours des objets, je discute avec des artisans pour faire des projets pour la chaîne, et donc je me suis dit, ce serait sympa finalement de faire une petite vidéo où je vous présente des objets un peu étonnants que j'ai trouvés à chaque édition, donc on commence par celle-ci, et vous allez voir que c'est, voilà, j'aime bien ma petite sélection, alors évidemment j'ai ramené des trucs un peu rigolos comme ça, hein, voilà, parce qu'on aime bien les choses un peu rigolotes, mais ça on en parlera un autre jour des flous, on en parlera un autre jour. En attendant, aujourd'hui je vous ai préparé 5 objets civils avec un usage un peu étonnant, ou en tout cas que moi j'ai découvert et que j'avais envie de vous partager. Et mon premier objet c'est celui-ci. Voilà, alors effectivement, faut qu'il rentre dans le cadre, c'est mieux. Vous avez juste un angle en bois avec une petite traverse comme ça juste ici et une corde que vous pouvez régler la longueur avec un plomb au bout. Alors en l'occurrence ici c'est du bronze et l'usage est très simple à comprendre parce que c'est la même chose que ça. Voilà, vous connaissez déjà cet objet pour la plupart d'entre vous, il s'agit d'un niveau à bulle qui vous permet de voir si la pièce sur laquelle vous êtes travaillé est suffisamment droite, parce que voilà, la bulle va se mettre au centre du niveau si c'est droit, et bien ici c'est exactement la même chose, c'est ce qu'on appelle un archipendule. Donc celui-ci date du Moyen-Âge, et c'est avec ce genre d'outil qu'on a construit les cathédrales. Je trouvais ça assez cool en tout cas de vous le ramener, c'est très simple, vous posez les 2 pieds sur la surface que vous voulez entre guillemets mesurer, vous voulez vérifier, et vous avez ensuite notre petit pendule qui va, voilà, si votre pendule il est comme ça, c'est que votre surface elle est pas très droite, mais s'il est comme ça, et ben c'est que c'est bien droit. Alors vous pouvez avoir évidemment des mesures juste ici pour savoir quel angle vous avez, etc. Mais dans l'absolu, voilà, ça montre que dès le Moyen-Âge, on avait un système qui était équivalent au niveau à bulle, ce qu'on appelle un archipendule, et ça fonctionne très bien. C'est, voilà, comme je disais, c'est avec ce genre d'objet qu'on a construit des cathédrales. Je trouve ça assez incroyable qu'avec 3 bouts de bois, un bout de ficelle et un poids, on arrive à faire des cathédrales. Voilà. Allez, mon objet suivant. Alors l'objet suivant, c'est celui-ci, et oui, c'est un pot, voilà, c'est un pot vernissé, magnifique, etc. Mais il y a une histoire. Il y a une histoire parce qu'en fait, ce pot, c'est pas juste un pot, parce que vous voyez qu'il est troué de bout en bout, donc évidemment, on va pas faire grand-chose avec ça, mais c'est un nichoir à oiseaux, et ça, c'est un modèle du XVIe siècle, donc vous voyez, vous pouvez le suspendre grâce au crochet qui est là, enfin à l'anneau qui est là, vous pouvez le suspendre à un mur, et vous avez un petit trou ici qui sert à mettre une branche pour que l'oiseau puisse venir se poser et rentrer, et il fait son petit nid à l'intérieur, juste là. Donc voilà, c'est un nichoir à oiseaux, c'est tout à fait historique, celui-ci date du XVIe siècle, et c'est quelque chose qui existe sous cette forme au moins depuis le XIVe siècle, c'est-à-dire depuis la fin du Moyen-Âge. C'est vrai qu'aujourd'hui on en a plein des nichoirs à oiseaux, on en fait en bois, en forme de petites maisons, en forme de plein de trucs, mais voilà, ça existait déjà. Vous allez me dire pourquoi est-ce que... Et ça, c'est la petite histoire moins cool. Alors en fait, en réalité, les nichoirs à oiseaux, c'est pas facile de dire, les nichoirs à oiseaux, le but c'était de faire en sorte que les oiseaux viennent au bord des maisons. Pour certains oiseaux ça portait chance, donc on aimait bien avoir des oiseaux sur les murs de sa maison, et puis c'est vrai que c'est agréable, c'est un petit peu poétique, c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a un truc un peu moins mignon, c'est-à-dire que dans certains cas, le fait d'avoir un trou derrière, ça permet évidemment de nettoyer le nid en cas de besoin, mais également de récupérer les oisillons, puisque au Moyen-Âge, vous avez, et à la Renaissance, vous avez dans certaines recettes de cuisine des oisillons tout petits que vous pouvez manger. Voilà, donc certains... C'est moins fun, hein. J'avoue que j'ai commencé par dire genre « Regardez, c'est un nichoir à oiseaux, c'est tout mignon, parce que ça portait bonheur, c'est super !» Et parfois, ils pouvaient prendre les oisillons pour les manger aussi. Voilà, c'est un nichoir à oiseaux, et qui permet à la fois d'avoir des oiseaux sur sa maison pour se porter chance, mais également de récupérer les oisillons pour les manger, parce que c'était un mets de choix, et je vais éviter de renverser ma tasse de thé. Objet suivant.
Alors l'objet suivant, certains et certaines d'entre vous le connaissent peut-être déjà parce que ça a été utilisé très longtemps, c'est ceci. C'est ce qu'on appelle une loupe de dentelière. Alors celle-là, c'est une reproduction du XVIIe siècle. Donc c'est une sorte de vase, hein, voilà, avec une partie sphérique très importante. C'est même la partie la plus importante. En fait, ça servait aux dentelières pour arriver à avoir plus de lumière. Alors, je vais vous faire une démonstration évidemment, sinon allez rien comprendre. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous mettez une bougie derrière, et grâce à la bougie, eh bien, vous allez pouvoir éclairer une surface plus grande puisque l'eau va agir comme une loupe, et donc vous pouvez éclairer votre ouvrage. En l'occurrence, c'est une loupe de dentelière, donc on parle plutôt de dentelle, même si ça pouvait servir à autre chose. Et comme ça, vous avez un ouvrage qui est bien éclairé, même s'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et donc ça vous permet de ne pas vous user les yeux, de voir ce que vous faites, et c'est voilà, c'est impressionnant parce que ça fonctionne super bien, c'est très efficace, alors que c'est un système qui finalement est très simple. On a juste un vase comme ça, sphérique, dans lequel on met de l'eau, et c'est l'eau qui va agir comme une loupe avec les bougies. D'ailleurs, puisqu'on parle de bougies, j'en ai une paire aussi ici, je vais vous montrer, parce que... Hop, elles sont juste là, vous voyez. On dirait les petits nunchakus, les petites saucisses historiques. En fait, si vous connaissez pas la méthode de fabrication des bougies historiques, là il y a une très belle démonstration. Vous prenez des mèches, donc de la longueur que vous voulez vos bougies, et puis vous allez tremper les mèches dans des bains de cire comme ça. Donc vous trempez dans un bain de cire fondu, vous ressortez la cire refroidie, donc elle fait une couche sur la ficelle, poum, vous recommencez, ça fait une deuxième couche, poum, vous recommencez, ça fait une troisième couche, poum, vous avez compris l'idée, et donc à la fin vous avez des bougies plus ou moins grosses. Voilà, c'est comme ça basiquement qu'on faisait les bougies, historiquement parlant, notamment au Moyen-Âge, c'est comme ça qu'on faisait les bougies, c'est tout simple, et ça fonctionne très bien, voilà, si vous le saviez pas. Ah, j'ai triché un petit peu, c'est pas un objet que j'avais prévu, mais je trouve ça cool la manière dont on fabrique des bougies. C'est tout simple, mais c'est chouette. Allez, objet suivant. Hein. Alors l'objet suivant, c'est celui-là, et c'est peut-être quelque chose que vous avez connu dans votre enfance. Ici, en l'occurrence, c'est quelque chose qui date de la toute fin du Moyen-Âge. On a à cette époque une espèce de mode sur la céramique que moi je trouve absolument dégueulasse, et qui consiste à mettre des espèces de visages un peu chelous dans la poterie et tout. Bon, c'est un décor, on aime, on n'aime pas. Personnellement, je trouve ça... petit peu kitsch, voilà. C'est kitsch de 5 siècles, hein, à un moment on a le droit, et voilà, et en fait, vous voyez, si je le mets comme ça, vous allez peut-être plus facilement reconnaître ce que c'est. Il s'agit d'un sifflet, et alors moi j'en avais quand j'étais gosse, des sifflets comme ça, c'est pas n'importe quel sifflet, en fait ce sont des sifflets à eau, c'est-à-dire que si vous mettez de l'eau par le petit trou qui est là, et que vous soufflez dedans ensuite, c'est censé pouvoir imiter le chant des oiseaux. Et alors, bon, voilà, si je souffle dedans là par exemple, il se passe absolument rien. Ou alors faut souffler très fort et c'est très désagréable, donc je vais pas vous le faire. Donc voilà, et c'est un sifflet qui ne fonctionne qu'avec de l'eau et qui vise à imiter le chant des oiseaux, donc c'est exactement ce qu'on va faire là. Je vais le remplir d'eau et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, évidemment l'enjeu c'est de pas en foutre partout sur mon bureau, mais à mon avis ça va être compliqué. Donc voilà, là j'ai mis de l'eau et vous allez voir que si je ressouffle à nouveau dedans, je vais m'écarter un petit peu parce que vous allez voir que ça va faire un peu de bruit, le son va être très différent. Et voilà, c'est censé imiter le chant des oiseaux, alors ça fonctionne plutôt bien. Je trouve ça assez fou qu'on soit capable de faire, il y a 5 siècles, dans de la céramique, donc dans de la terre, des jouets de ce genre, c'est fou. Moi, comme je disais, j'en avais quand j'étais gamin, quand j'étais bébé, j'en avais dans mon bain, on me donnait des sifflets à imiter les oiseaux. Je sais pas trop si ça existe encore, parce que je suis pas trop dans le game des bébés, donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez pour vos enfants. Mais voilà, je trouve ça assez incroyable qu'en 5 siècles, l'objet n'ait quasiment pas changé finalement. Bon, cela dit, on en reparlera, mais sachez que c'est assez impressionnant les jeux et les jouets pour jeunes enfants, parce qu'en fait, de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à nos jours, c'est des choses qui n'ont quasiment pas changé. Si on enlève toutes les choses numériques qu'on peut avoir aujourd'hui, en fait, les jouets, les types de jouets sont quasiment les mêmes, et ce sifflet à eau qui imite les oiseaux, c'en est un bon exemple. Objet suivant. Mon objet suivant, c'est encore un objet en verre. Alors j'aime bien parce que j'ai fait une petite sélection aujourd'hui très verre et céramique, c'est un pur hasard. Mais voilà, on a à nouveau un objet en verre, vous voyez, qui est assez joli, très bien exécuté. Ici, on est sur une reproduction de biberon du 3e, 4e siècle, qui a été retrouvé, celui-ci a été retrouvé en France. Alors vous voyez, c'est assez joli, on a un verre bleuté absolument magnifique, une exécution qui est très élégante, en tout cas moi j'aime beaucoup ce petit objet, c'est très sympa. L'histoire est peut-être
peut-être un peu moins sympa, je vous ai dit que c'était un biberon, c'est pas tout à fait vrai, je vous explique. Je vous ai dit que c'était un biberon, en réalité c'est pas tout à fait le cas. Les archéologues ont fait des recherches, ont fait des examens pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'est-ce que ça contenait cet objet. Et donc il reste toujours des traces de ce que ça a pu contenir. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait parfois du lait maternel, mais très souvent des herbes médicinales, donc des remèdes. Il s'avère que ce biberon, en fait, ne peut pas être utilisé comme on imagine un biberon, c'est-à-dire que l'enfant va venir téter ici, ça fonctionne pas très bien. En réalité, ça sert surtout à faire un goutte à goutte, et on pense que, en tout cas les archéologues pensent que c'était surtout un objet destiné à donner des remèdes aux enfants. Voilà, donc avec des herbes médicinales et des choses comme ça. Vous imaginez bien que si on en a trouvé beaucoup dans des tombes d'enfants, c'est que ça marchait pas à tous les coups, et que voilà, c'est un objet qui finalement est très joli, très élégant. On dit c'est un biberon, mais en réalité c'est surtout parfois un petit peu l'objet de la dernière chance. Et c'est très triste ce que je suis en train de raconter. Donc voilà, c'est un objet assez raffiné, en verre, assez fin, assez joli, avec ce côté très bleuté. Moi je l'aime beaucoup cet objet, et même si l'histoire n'est pas très drôle, c'est quand même le témoin de deux choses. La première, c'est à quel point les artisans verriers sont en capacité de faire des choses magnifiques déjà au 3e, 4e siècle, mais bien avant. Et aussi du soin qu'on va porter aux enfants, du soin et de l'attention qu'on va donner au bébé. On a souvent tendance à dire, et c'est un cliché de l'histoire, que en fait, ils perdaient tellement d'enfants qu'ils s'en fichaient, c'est pas vrai. Et c'est vrai qu'on a des objets qui sont spécifiquement faits pour essayer de soigner les jeunes enfants, et je trouve que c'est un très très beau témoin de l'histoire que je vous présente là. Voilà, bon, en tout cas, moi j'aime bien, j'espère que vous aimez bien aussi, en tout cas ce petit format. Je vais vous présenter un 6e objet, mais je vais pas vous dire ce que c'est. Le but du jeu, ça va être que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez que c'est, et voilà, si la vidéo vous a intéressé, si elle vous plaît, etc. Et si jamais ça vous plaît, si jamais ça vous plaît, j'en referai d'autres, et comme ça, je vous donnerai la réponse. Le premier objet de la prochaine vidéo sera l'objet que je vais essayer de vous faire deviner ici. Donc voilà, c'est ceci. C'est un bout d'os, écoute, y a pas de... Voilà, alors on est sur un objet, tout à fait médiéval. C'est à peu près un peu plus petit que ma main, vous voyez, si je le mets dans ma main, c'est un peu plus petit que ma main, comme ça. C'est effectivement fait à partir d'un os. Vous avez une petite déco ici, avec une croix et des bâtons. Et ici, l'os a été, vous voyez, coupé en deux, fendu en deux, pour avoir... comme une sorte de petite cuillère, voilà. Je vous dis pas ce que c'est, évidemment, parce que c'est un peu spécial. Et l'os a été, vous voyez, il a été un petit peu donc coupé en deux pour avoir l'intérieur ici. Et là, à cet endroit-là, c'est pas tranchant, mais l'os a été affiné, vous voyez, pour visiblement, on sait pas trop quoi. Donc en tout cas, moi je sais, mais je vous dirai pas. Donc voilà, je vous laisse deviner ce que c'est, vous me mettez en commentaire ce que c'est cet objet. Dites-moi si ces petits formats d'objets étonnants vous intéressent, j'en ai plein chez moi. Alors j'en avais fait un premier il y a pas longtemps, enfin l'année dernière, et pas très bien fonctionné, parce que c'est vrai que j'avais montré des pièces de monnaie romaine un petit peu avec des scènes de sexe dessus, et je pense que YouTube a pas trop apprécié la blague. Moi en tout cas, j'aime beaucoup faire ces petits formats, donc voilà, si ça vous plaît, ça me plaira aussi. Comme toujours, si ça vous plaît, on commente, on partage, on like, c'est toujours très important pour la chaîne, parce que c'est ce qui me permet de la développer et de vous montrer toujours plus de choses. Et puis on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.